Bien, bonjour à tous et quelques indications techniques ou organisatrices pour commencer. D'abord, je rappelle, cela a déjà été dit, que le prochain et dernier séminaire de cette année universitaire aura lieu le lundi 13 juin. Lundi 13 juin à 20h, ici même. Le deuxième point que je voudrais redire, c'est que, sauf incident improbable, ce séminaire mensuel sera reconduit l'année prochaine, en 2022-2023. Et je voudrais vous en donner, on en reparlera la prochaine fois, mais je voudrais vous en donner une sorte de portrait rapide en vous donnant son titre général, qui est assez long. Alors voilà ce titre, donc le titre de tout le séminaire de l'année prochaine. À quelles conditions peut exister un contre-courant réel s'opposant de façon affirmative à la désorientation actuelle? À quelles conditions peut exister un contre-courant réel s'opposant de façon affirmative à la désorientation actuelle? Alors, je voudrais simplement là commenter un peu ce titre parce que ça fait partie du propos que je tiendrai, y compris la prochaine fois. En réalité, cette année, nous avons essentiellement traité de la désorientation, y compris dans ces figures d'actualité. Alors, je suppose ici connu ce que veut dire à peu près désorientation, la forme de négativité que ça représente, la forme de socialité que ça représente, la forme de mécontentement que ça soulève, la forme d'indifférence aussi. Mais je voudrais commenter les raisons pour lesquelles j'introduis dans le séminaire de l'année prochaine les notions de contre-courant réel s'opposant de façon affirmative à la désorientation actuelle. Alors je ne reviendrai pas sur désorientation actuelle, sauf de temps en temps lorsqu'on en aura besoin de ce concept, mais on en a parlé du reste pendant toute cette année. Mais je voudrais commenter un peu les autres indications. Alors, à quelles conditions peut exister un contre-courant réel? Alors, que signifie un contre-courant réel à une situation, en l'occurrence la situation de désorientation? De façon très simple, on peut dire qu'un contre-courant réel s'inscrit dans le réel de la situation. C'est-à-dire s'inscrit, on y reviendra affirmativement ou de façon constructive et constatable, dans l'espace général de la situation dont il est le contre-courant. Autrement dit, on n'appellera pas contre-courant les propos de condamnation, les discours sans effet ou les rêves d'un monde meilleur. Tout cela, on n'appellera pas contre-courant réel. Donc, un contre-courant réel doit être déterminé pour l'essentiel de façon affirmative, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ceci a une histoire, parce que, au fond, on retrouve là la contradiction compliquée qui a existé au XIXe siècle entre le communisme au sens de Marx et d'Engels et ce qui a été appelé le communisme utopique. Alors, cette opposition, cette contradiction, je dirais qu'elle est aujourd'hui en état de revenir comme une tentation
à raison tout simplement de l'échec des communismes réels. Voilà. Et je mets en garde le fait que la critique absolument légitime et sur laquelle nous reviendrons amplement l'année prochaine du communisme historique, du communisme réel des expériences soviétiques et chinoises, que cette critique ne se fasse pas, en fin de compte, au nom d'un communisme qui serait utopique. C'est-à-dire que ce ne soit pas une critique qui, mesurant effectivement, au fond, le réel au rêve ou la pratique effective à une imagination, réduirait en fin de compte l'hypothèse communiste ou ramènerait l'hypothèse communiste au statut que lui ont donné les communistes utopiques. Il faut dire que d'une certaine manière, ça serait compréhensible que l'expérimentation du communisme non utopique tel que Marx le définissait, que son expérimentation constructive ait en dernier ressort échoué. Et donc c'est une mise en garde sur le fait que l'interprétation de l'échec des grandes entreprises de collectivisation en Russie ou en Chine ne doit pas conduire, ne saurait conduire simplement au retour à une conception purement idéologique finalement de ce qu'il peut s'opposer ou être opposé au capitalisme. Et ça serait d'autant plus dangereux que, j'y reviendrai souvent, ça favoriserait la thèse selon laquelle le réel contemporain est et ne peut pas être autre chose que le capitalisme lui-même, bordé éventuellement par des utopies localisées. Voilà pourquoi je commencerai à dire que s'opposer à la situation actuelle de désorientation, c'est s'avérer capable d'un contre-courant réel, et non pas d'une utopie nouvelle. Alors ça peut vouloir dire aussi, de façon peut-être un tout petit peu plus générale, qu'en la matière, il faut avoir pour impératif, même si le conflit idéologique est primordial et nécessaire, même si nous devons renouer avec des idées radicalement anticapitalistes, même dans ces conditions-là, il faut ne jamais se contenter des victoires idéologiques. Même si le conflit idéologique est primordial. Mais la restitution ou la recomposition d'une position idéologique du communisme en général ou de tout ce qui lui équivaut, d'une certaine manière, scellerait une forme interne à la désorientation de victoire du capitalisme lui-même. Alors ça, c'est sur, en quelque sorte, les prudences nécessaires, si on envisage à échelle historique, le conflit général dont nous sommes les sujets objets. Alors, pour accompagner cette nécessité de ne pas se contenter de négations réelles, il faut que la négation du réel soit elle-même affirmative. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas dans l'essence négative qu'on attribue en général à toute critique résolue. Autrement dit, l'expression, quelle qu'elle soit, d'une négation de l'ordre existant, si elle n'est pas en état de produire ce qui en elle s'articule dans le réel ou s'inscrit dans le réel, n'est pas réellement un progrès. Alors finalement, le critère là est un critère logique sur lequel je reviendrai aussi plusieurs fois, qui a l'air un peu tarabiscoté, ça porte sur justement la négation de l'ordre existant. Bien évidemment, en politique,
Et en politique de classe, disons, la négation est une catégorie essentielle et il y a nécessairement le déploiement sous différentes formes d'une négation de l'ordre existant. Mais le critère est ce qui inscrit la négation de l'ordre existant dans une certaine forme du réel de cet ordre lui-même. C'est-à-dire c'est une victoire au même lieu et non pas dans une construction extérieure. Il y a une anecdote que j'aime bien me rappeler à ce propos. Cette idée, vous la trouvez déjà dans Platon, comme beaucoup d'autres. Tout à fait à la fin de la République, ou à peu près à la fin de la République de Platon, après que Platon ait exposé une politique, en fait, une politique est nécessaire de montrer, d'indiquer pourquoi cette politique est entièrement différente des politiques en cours, à savoir de la démocratie comme de la tyrannie. On a envie de dire de l'ordre démocratique comme de l'ordre totalitaire. Hein. Si Platon revenait, il dirait « mais ça n'a pas changé d'un poil hein. ». On est toujours prisonnier d'une opposition factice entre ordre démocratique et ordre totalitaire, sans que rien dans le réel n'atteste ce qui fait critère de cette opposition. Donc, au-delà de cela, il faut que la négation de l'ordre existant s'inscrive dans le réel, et par conséquent, il faut que la négation soit en un certain sens une affirmation de ce qui est nié par l'ordre dominant. C'est-à-dire soit une affirmation de ce qui existe et peut exister et va se développer, cela même qui constitue une grande partie de l'idéologie de l'ordre existant, et en tant que précisément cette possibilité est niée. Et donc, d'une certaine façon, vous avez une question compliquée là, qui est comment une politique inscrit en réel, dans l'ordre qu'elle conteste, le réel de ce qu'elle propose. Ce point, quand on l'examine dans la vie des politiques réelles, est tout à fait d'une importance considérable et, il faut le dire, d'une grande difficulté. Au fond, on voit trop souvent, à toutes les époques des idéologies révolutionnaires, on voit trop souvent à toutes les époques que le travail du négatif, la pratique révolutionnaire, l'élan subjectif de la négativité, qui sont indispensables, font que la dimension centrale de l'idéologie révolutionnaire serait la négation de l'ordre établi. Et on voit même apparaître, y compris dans les temps récents, l'idée que par conséquent, l'affect caractéristique de la possibilité révolutionnaire serait la colère. J'ai lu à propos des derniers temps de nombreuses apologies de la colère. Alors je ne pense pas du tout que la colère soit une vertu révolutionnaire. La colère peut être l'adjuvant personnel, si je puis dire, de la considération négative. La colère est ce qui se dresse à sa façon, de façon virulente contre ce qui existe, sauf qu'elle n'est portée que par la négation. Et n'être portée que par la négation scelle, à mon avis, une figure de l'échec. En vérité, il faut revenir sur ce point à des considérations anciennes sur la dialectique. Qu'est-ce que la négation? Qu'est-ce que la négativité?
Vous savez qu'en fin de compte, c'est via Hegel et Marx que cette idée du caractère central de la négativité a été introduite dans l'espace de l'action politique. Mais que nous disait Hegel sur cette affaire? Hegel qui a traduit, qui a inscrit la question du travail du négatif dans l'ordre général des considérations philosophiques contemporaines. Pour Hegel, le but n'est pas de considérer la négativité comme une simple capacité créatrice négative, justement. C'est-à-dire une simple capacité destructrice. La fonction du négatif, ce que Hegel appelle le travail du négatif, expression intéressante, le travail du négatif, c'est que le vrai soit en puissance de réorganiser le réel. Et le résultat de l'activité du travail du négatif est toujours une nouvelle figure du réel, et pas une nouvelle figure de la critique du réel, mais une nouvelle figure du réel inscrite dans la négativité elle-même. Et alors ce n'est pas possible si le vrai n'est pas présenté comme une figure affirmative venant à la place de ce qui a été nié. Et donc, qu'une figure affirmative vienne à la place de ce qui a été nié veut dire que, ultimement, le vrai doit avoir une présence antérieure à l'activité négative qui va l'instituer. Alors, au fond, l'activité négative ou critique du monde révolutionnaire doit lever les obstacles au devenir réel du vrai. Alors, Hegel a dit ça dans une formule de son style, mais qui est mémorable. Il a dit, après avoir décrit l'immense processus des négativités, des négations, de la négation, etc., conduisant au savoir absolu, il a dit la formule, mais n'oublions jamais que l'absolu est auprès de nous dès le commencement. L'absolu est auprès de nous dès le commencement. Et au fond, il faut se souvenir de cette formule lorsqu'on fait le bilan d'une certaine figure révolutionnariste de la politique d'émancipation. Il faut savoir quelle affirmation était en dernier ressort la véritable essence de la négativité. Quel absolu qui était avec nous dès le début se révélait dans le réel en mettant à profit ou porté par la négation. On peut le dire aussi d'une autre manière. On peut dire la catégorie absolue, pour parler comme Hegel, la catégorie absolue du marxisme, et plus généralement de l'idéologie révolutionnaire, sa catégorie absolue n'est pas la révolution, mais le communisme, si on parle de Marx, à savoir le monde qui sera progressivement affirmé par la négation elle-même dans l'espace de ce qui est nié. Il faut plutôt le voir comme la poussée d'un arbre dans le terrain défavorable au départ que représente la situation véritable. La poussée d'un nouvel arbre, la croissance d'un nouvel arbre qui, en vérité, était déjà par ses racines auprès de nous lorsque l'action a commencé. Au fond, on peut dire que, ultimement, dans les figures capables, précisément, de briser une désorientation, il est crucial que l'affirmation l'emporte sur la négation. Que l'affirmation soit, au fond,
l'essence invisible de la négation. Et ce n'est qu'à cette condition qu'elle est aussi l'effet réel de la négation. Ou on peut dire une idée, puisque c'est un des moyens de nommer cet absolu qui est auprès de nous, une idée en devenir réelle, pas en supposition négative, mais une idée en devenir réelle, doit habiter constamment la négation révolutionnaire. Et c'est cela seul qui fait qu'une politique peut s'affirmer contre la désorientation et non être avalée par la désorientation elle-même, devenir un ornement de la désorientation. Ce serait à mon avis d'ailleurs la définition générale de ce que les révolutionnaires successifs ont nommé gauchisme, ultra-gauchisme, etc. Le gauchisme ou l'ultra-gauchisme, c'est une négativité paroxystique qui n'inscrit pas en réalité la figure de la vérité dans le réel où elle opère. Voilà. Alors tout ça, c'est comme une introduction générale à ce dont je parlerai en extrême détail l'année prochaine. L'année prochaine sera consacrée, après avoir examiné les prolégomènes, en quelque sorte analytiques, en analysant la désorientation contemporaine, l'année prochaine essayer de parler de quoi? Eh bien, de parler de ce que peut être une dialectique politique contemporaine, au sens où elle obéit aux conditions que je viens d'indiquer. Alors, troisième point, qui est, lui, si je puis dire, organisateur, j'ai reçu des questions tout à fait intéressantes, et je remercie ceux qui ont pris la peine de les écrire et de les envoyer. C'est toujours quelque chose qui est comme une lumière particulière sur ce qui a été dit et prononcé. Ce qu'il y a, c'est que la plupart de ces questions, pas toutes, mais vraiment la plupart, sont justement presque toutes tournées vers ce dont je viens de parler, plutôt que vers ce qui a été dit jusqu'à présent. C'est-à-dire, elles sont presque toutes tournées, ces questions, vers une question centrale qui prend bien des formes différentes, qui reviendrait à « mais au bout du compte, quel est l'envers affirmatif du diagnostic de désorientation ?» C'est-à-dire la question « qu'est-ce qu'être orienté dans un monde désorienté ?» Et vous voyez bien que ça touche des choses que je dis précédemment, mais ça, c'est le sujet de l'année prochaine. Alors, comme je l'ai annoncé, je compte traiter le 13 juin, pour finir ce séminaire, de ce qui va être dit l'année prochaine dans sa programmation générale. Je vais consacrer, entre autres choses, ce 13 juin à répondre aux questions. Comme vous verrez, ça se surimpose presque légitimement. Et donc, si tel ou tel d'entre vous a envie d'envoyer des questions, mais estime qu'il ne l'a pas fait à temps, je vous redonne le temps, jusque, disons, au 10 juin, que j'ai le temps de les lire. Voilà. Et le 13 juin, nous examinerons de façon détaillée les questions, et de façon d'autant plus détaillée que ces questions sont aussi des indices significatifs et importants, des questions dont je viens de dire quelques mots. On voit bien que, je dirais que règne dans le monde contemporain une angoisse de la négativité, c'est-à-dire sous des différentes formes. C'est-à-dire, où est vraiment la négativité? Qu'est-ce qui est en train de nier réellement le monde contemporain? Et on voit bien que ça bute sur la question du réel
de cette désorientation. Désorientation est un mot négatif, après tout, mais se dégager de la non-orientation, être désorienté, donc requiert d'être orienté. Et alors du coup, une des misères du temps présent, c'est que l'orientation est elle-même extraordinairement difficile à discerner et à bâtir sous les conditions naturellement que j'ai rappelées. Et c'est de tout ça que nous parlerons à partir de l'année prochaine. Alors aujourd'hui, je voudrais achever plutôt le parcours descriptif de la désorientation en parlant du rôle que joue dans cette affaire de la désorientation, du rôle que joue la figure de l'État. De l'État. Voilà. Alors si on appliquait à l'État les principes que je viens d'indiquer, les principes généraux que je viens d'indiquer sur ce que c'est qu'un processus dialectique, on verrait que la tradition marxiste opère à propos de ce concept à l'intérieur d'une contradiction très intéressante. Parce que, premièrement, l'État, dans la figure inscrite et positive qui s'oppose à l'État bourgeois régnant, est nommé en tant qu'affirmation dictature du prolétariat. Et il y a donc une caractérisation affirmative, très constituée, de ce qui, s'agissant de l'État, puissance politique entièrement régie par la dictature de la bourgeoisie, doit s'affirmer en tant que dictature du prolétariat. Autrement dit, la destruction de l'État bourgeois n'est pas du tout le tout de l'affaire. Le principal de l'affaire, c'est l'établissement d'une situation de dictature du prolétariat, dans les textes canoniques du XIXe siècle. Mais le bilan que, par exemple, Marx tire de la Commune de Paris, donc d'une action critique radicale qui a échoué, mais qui est resté comme un modèle quand même pendant longtemps, comme un modèle de ce que c'est que le soulèvement révolutionnaire prolétarien, dans le bilan de Marx, il dit que, en fin de compte, on ne peut pas se contenter, enfin il ne le dit pas comme ça, mais je le traduis comme ça, on ne peut pas se contenter de dire que le nouvel État est un État de dictature du prolétariat, pour la raison que la véritable orientation nouvelle doit être de faire disparaître l'État comme tel. C'est-à-dire que la véritable puissance affirmative de la Révolution, ça n'est pas d'imposer un État révolutionnaire, même si c'est nécessaire, mais de l'intérieur de cette imposition de l'État révolutionnaire, de travailler à ce que Marx et d'autres après vont nommer le dépérissement de l'État. Alors là, on a une figure dialectique tout à fait remarquable. C'est-à-dire que dictature du prolétariat, c'est une affirmation quasiment violente de la figure affirmative des choses dans sa négativité, mais dépérissement de l'État, comme contenu réel final, c'est une négation. Autrement dit, le jeu entre affirmation et négation, dans le cas révolutionnaire, est très typique et singulier, parce que ce que la dictature du prolétariat doit à tout prix affirmer, elle qui est un État, c'est que cet État sera celui qui organise le dépérissement de l'État. Ce qui veut dire quand même que cet État sera un État qui organise son propre dépérissement,
puisqu'il est l'état de la dictature du prolétariat, donc l'état que l'on a désiré, que l'on a voulu. Alors vous voyez comment autour de cette question de l'état, on a sur la dialectique de l'affirmation et de la négation des indications extrêmement subtiles, extrêmement complexes, qui ont donné lieu à des épisodes concrets tout à fait connus historiquement, mais qui auraient un peu surpris les pères fondateurs, qui est que le Parti communiste s'est créé, français, le Parti communiste français s'est créé en 1920 parce que justement il adoptait la doctrine de la dictature du prolétariat. Il l'adoptait contre le parlementarisme, contre les idées des sociodémocrates. Il affirmait qu'il fallait se rallier à la dictature du prolétariat pour être vraiment dans la négation révolutionnaire. Et que, un certain nombre d'années plus tard, ça n'est pas très vieux, un congrès du Parti communiste a décidé que finalement la dictature du prolétariat, c'était pas, on n'en parlait plus. Voilà. Et cette histoire est elle-même une petite fable. La création qui indique l'affirmation d'un nouvel État et la négation qui devrait être le dépérissement de l'État, mais qui est en fait le dépérissement de la dictature du prolétariat, c'est-à-dire le dépérissement du nouvel État. Ce qui signifiait, de façon à peine voilée, que tout compte fait, ben, on ferait avec l'État tel qu'il est. Hein, voilà. Ce que d'ailleurs le Parti communiste faisait déjà depuis de nombreuses années. Voilà. Alors, sur cette affaire, qui est comme un exemple d'affirmation, de négation, nous sommes, nous, bien placés à l'heure actuelle pour en observer les caractéristiques fondamentales, puisque nous sommes dans une période d'élection de notre État, sous toutes ses formes. Je voudrais commencer cet examen. C'est de ça que je vais parler comme segment final du premier parcours qu'a représenté ce séminaire. Où en sommes-nous par rapport à ce débat sur, au fond, l'État révolutionnaire est un État qui organise par dictature son dépérissement. Donc, l'État révolutionnaire, c'est une création dialectique, au sens le plus fort du terme. Il est la négation de l'État bourgeois, mais il n'est complètement la négation de l'État bourgeois qu'il est aussi sa propre négation dans la figure du dépérissement de l'État. Et donc, ce qui est le carrefour de affirmation et de négation, vous le voyez, est un espèce de jeu complexe, dont nous ne connaissons d'ailleurs pas encore vraiment la possible réalité, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai. Alors voilà ce que Lénine disait sur cette question de l'État, peu de temps avant ou pendant la Révolution, et en citant un commentaire de Marx à propos de la Commune de Paris. Ce commentaire de Marx à propos de la Commune de Paris était « On ne peut pas prendre l'État comme il est, on ne peut pas se servir de l'État comme il est, il faut construire un nouvel État. » Et c'est là que s'est enracinée la question de la dictature du prolétariat. Et Marx disait qu'à la place de l'État, on aurait, je cite, un organisme non parlementaire, mais agissant. Non parlementaire, mais agissant. Donc on aurait un organe agissant, mais qui ne serait pas de type parlementaire. Alors, voyons comment Lénine interprétait la chose. Ça nous intéresse beaucoup parce que dans la désorientation, et c'est une chose quand même intéressante, il y a de toute évidence une inquiétude actuelle sur ce que signifie réellement l'État parlementaire. Je reviendrai tout à l'heure aux caractéristiques de cet État qui permettent que Macron vienne après Macron, des choses de cet ordre. Mais en vérité, le problème
de l'État parlementaire, de la signification de l'État parlementaire, était déjà posée dès le XIXe siècle. Déjà, Marx et Engels avaient fait des critiques très radicales du parlementarisme à raison du mode sur lequel s'y rapportait notamment la social-démocratie allemande. Ils avaient bien vu que le parlementarisme, c'est un instrument de corruption de la politique révolutionnaire, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai. Alors, Lénine dit ceci, je le lis. Donc, il nous faut un organisme non parlementaire, mais agissant. Alors, cette première phrase est très intéressante parce qu'on voit très bien le jeu de la négation et de l'affirmation, là. Il faut pas un État parlementaire. Ça, c'est une vieillerie bourgeoise, c'est des fondés de pouvoir du capital, ça n'a aucune pertinence révolutionnaire. Non parlementaire, mais pas inexistant. Un organisme agissant. Donc on voit bien comment Lénine tente de trouver une diagonale entre dictature du prolétariat, non parlementaire, donc pas de démocratie représentative d'un côté, mais de l'autre, un organe agissant collectif. Donc il faut un organisme non parlementaire mais agissant. Voilà, dit Lénine, qui s'adresse on ne peut plus directement aux parlementaires modernes et aux toutous parlementaires de la social-démocratie. C'est bien dit. Considérez n'importe quel pays parlementaire. Vous voyez que parlementaire définit la politique comme telle, c'est-à-dire la politique d'un pays, n'importe quel pays parlementaire. On dirait aujourd'hui, avec solennité, n'importe quel pays de l'état de droit. Alors, n'importe quel pays parlementaire, depuis l'Amérique jusqu'à la Suisse, depuis la France jusqu'à l'Angleterre, la Norvège, etc., la véritable besogne d'État, État mis entre guillemets, se fait dans la coulisse. Elle est exécutée par les départements, les chancelleries, les états-majors. Dans les parlements, on ne fait que bavarder afin de duper le bon peuple. Au parlementarisme vénal, pourri jusqu'à la moelle, de la société bourgeoise, la commune substitue des organismes où la liberté d'opinion et de discussion ne dégénère pas en duperie, car les parlementaires doivent travailler eux-mêmes, appliquer eux-mêmes leurs propres lois, en vérifier eux-mêmes et par eux-mêmes les effets, et en répondre eux-mêmes directement devant leurs électeurs. Les organismes représentatifs demeurent, mais le parlementarisme comme système spécial, comme division du travail législatif et exécutif, comme situation privilégiée pour les députés, n'est plus. Voilà. Alors, au fond, ce que Lénine retient fondamentalement de la critique du régime parlementaire, c'est, en dernier ressort, l'idée de représentation. L'élection désigne des représentants. Elle est un acte de représentation. Mais cet acte de représentation n'indique pas où sont les véritables agents du pouvoir. Elle est une représentation variable, mais dont finalement le destin est tracé ailleurs que dans elle-même. Les organismes révolutionnaires ne peuvent pas être des organismes représentatifs. Ils doivent être des organismes décisionnels, sans exception. Même si c'est une cellule du parti dans un coin, elle doit être un organe qui décide l'ensemble de ce qui relève de sa compétence. Autrement dit, et ce point est très important, la politique démocratique véritable, selon Lénine, ne peut pas être et ne doit pas être une politique de la représentation. Et donc, ce dont se targue comme une vertu extraordinaire
les régimes représentatifs contemporains, à savoir les démocraties occidentales, pour les appeler par leur nom, tombent aux yeux de Lénine dans cette espèce de néant qui est d'être non pas une puissance agissante au nom d'une délibération populaire, mais une situation, une collection de représentations. Alors c'est l'idée que l'idée de représentation n'est pas une idée politique progressiste. On n'a pas à représenter les agents de la politique. Les agents de la politique doivent être les collectivités humaines elles-mêmes. Et même si on désigne des représentants de cette représentation, néanmoins, la définition de l'organisme politique, c'est l'action directe. Ce sont eux, les élus, qui doivent agir. Alors, en un certain sens, cette radicalité aboutirait à ce que l'organisation politique de la collectivité soit au fond une constellation de réunions décisionnelles et actives, et qu'elle ne soit jamais coagulée comme une représentation générale. Il ne doit pas y avoir quoi que ce soit qui ressemble aux assemblées nationales parlementaires. Les assemblées nationales parlementaires sont vues dans ce texte, et dans les textes de Marx et de ses successeurs, comme des organes spécialement appropriés à ce que, en réalité, le processus du réel n'y figure pas. C'est-à-dire, tout est représenté, là, mais rien n'est présenté. Et la contradiction entre présentation et représentation est absolument fondamentale dans la critique révolutionnaire du parlementarisme. Je rappelle que pendant toute l'époque du XIXe siècle, ce qui est appelé aujourd'hui le merveilleux occidental État de droit avait un autre nom. Ça s'appelait le crétinisme parlementaire. Et finalement, ce crétinisme parlementaire consistait à ne pas voir que le problème du réel n'était nullement décidé, agi, traité dans les assemblées prétendument représentatives. Chez nous, on sait très bien qu'il y a l'Assemblée qui est faite. Elle était particulièrement faite de toutous parlementaires, cette Assemblée. Vous savez que l'Assemblée qui a été liquidée, là, elle a été bâtie à toute vitesse par Macron et sa clique comme un nouveau parti. Et elle n'a représenté pendant toute la législature que l'assentiment à leur propre situation nominative, si je puis dire. Et donc, c'était déjà ce que pensait Lénine. C'est-à-dire que, finalement, y compris les sociodémocrates, sont des toutous, c'est-à-dire des gens qui ne font pas travailler l'affirmation dans la négation, pour revenir à l'origine, et toutous parlementaires, parce que le Parlement, ce n'est pas un organe qui transforme en réel la négativité, c'est un organe, justement, comme son nom l'indique, qui représente quelque chose, et qui représente finalement, vaguement, l'organisation sociale de la société, ramenée à un pouvoir qui est en réalité une impuissance. Alors, l'intéressant de cette affaire, c'est que il y a aussi, dans tout ça, il y a aussi, rôde aussi la question du parti. Dire que les partis, au fond, ce sont des représentations de la représentation. C'est la représentation au niveau double. C'est-à-dire, l'Assemblée représente, et puis le parti organise ou représente les représentants en tant que tendance. Et cette figure doublée de la représentation dans l'activité parlementaire a généré le parti. Alors, le problème, c'est que ce qui, de la figure parlementaire,
bourgeoise a été retenue par le mouvement communiste, c'est précisément le parti. C'est-à-dire que le parti a été, au contraire, une instance valorisée, extrêmement présente. Au fond, le communisme, c'était en partie, j'ose dire, le parti communiste. Et on peut dire qu'il y a même eu une espèce d'idolâtrie du parti qui s'est installée, alors que le parti n'était pas forcément le patron des assemblées parlementaires. Loin de là, il était représenté, mais souvent de façon très minoritaire. Qu'est-ce qui fait, c'est la question que je me pose, qu'est-ce qui fait que de l'héritage de la critique radicale du parlementarisme, le communisme du XXe siècle a néanmoins retenu une composante essentielle qui est le parti. Pourquoi cette composante essentielle du parlementarisme, par ailleurs, on vient de le voir, sévèrement critiquée, composée de tout, etc., comment se fait-il que la notion de parti ait néanmoins été reprise alors que le parti était le nom d'un organe qui représente quelque chose? Et alors, en fait, compte, le Parti communiste s'est aussi présenté comme le parti du prolétariat, ou le parti du communisme, comme son nom l'indique. Eh bien, ceci a été la malédiction historique du communisme, son erreur originelle et cruciale, qui n'a été diagnostiquée que très tard. Parce que les partis communistes, à force d'être les représentants du prolétariat, sont devenus, en réalité, une classe censée être la classe qui représentait le prolétariat lui-même. Cette classe, on l'a appelée, à vrai dire, Mao Tse-tung l'a appelée, une nouvelle bourgeoisie. Alors ça, c'est intéressant. Une nouvelle bourgeoisie définie non plus directement par son activité de propriétaire, mais indirectement par son activité de propriété de l'État. Le Parti communiste est devenu le propriétaire de l'État. Et comme l'État était devenu lui-même le propriétaire des appareils de production, en réalité, le parti est devenu le propriétaire de la production elle-même. Et il s'est figé en une nouvelle bourgeoisie qu'on a appelée aussi une bourgeoisie bureaucratique, pendant que petit à petit, l'économie du pays s'ordonnait au processus de cette captation par la figure du parti. Alors c'est intéressant parce que ça met en garde contre, au fond, toute figure d'adoption prématurée d'un concept de l'adversaire dans votre propre bagage. Alors ça, c'est lié là. Au fond, l'idée qu'il fallait absolument que les révolutionnaires soient organisés en partis, c'était une idée qui charriait avec elle l'idée de la représentation. C'était évidemment au départ l'idée de l'action, qu'il fallait une avant-garde, qu'il fallait des militants, ce que le manifeste du Parti communiste insiste sur le fait qu'il faut des militants, oui, bien sûr. Mais le parti, comme organisation quasiment militaire de ses représentants militants, c'est une partie qui reprend et qui s'incorpore à l'idée de représentation. À savoir, finalement, il y a une représentation du prolétariat qui est une représentation non parlementaire, justement, et qui est une représentation partisane. Et donc nous devons tirer de cette affaire la conclusion que le parti n'est pas non plus une bonne acquisition faite dans la descendance du règne de la bourgeoisie. Alors, je voudrais compléter sur ce point très important, hein, mais on y reviendra plus tard quand on analysera, ou ça demandera une analyse très consciencieuse, très critique de ce que c'est qu'un parti. Au fond, une analyse qui est flottante, qui n'a pas été faite de façon systématique, et qui, alors que ça reste une activité de première importance. Alors voilà ce que
Engels, lui, disait à propos des particularités du nouvel État. Et il le disait en 1878, évidemment, en écho à la Commune de Paris. Ça complète la description plus tardive de Lénine. Alors il faut le lire avec, je vous le lis avec attention parce que vous allez voir là encore que l'affaire de la négation et de l'affirmation dans cette question de l'État, c'est une affaire extrêmement compliquée, vraiment. Engels dit ceci: le premier acte dans lequel l'État apparaît réellement comme représentant de toute la société. Donc, nous trouvons tous les vocables. Cet acte étant la prise de possession des moyens de production au nom de la société, cet acte est en même temps son dernier acte propre en tant qu'État. D'un domaine à l'autre, l'intervention d'un pouvoir d'État dans les rapports sociaux devient superflue et entre alors naturellement en sommeil. Le gouvernement des personnes fait place à l'administration des choses, formule devenue célèbre, et à la direction des opérations de production. L'État n'est pas aboli, il s'éteint. La société qui réorganisera la production sur la base d'une association libre et égalitaire des producteurs relèguera toute la machine de l'État là où sera dorénavant sa place, au musée des Antiquités, à côté du rouet et de la hache de bronze. Alors, si vous voulez, c'est intéressant de le lire du point de vue de la question des constructions dialectiques. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Il y a un État prolétarien, un État qui apparaît comme représentant de toute la société, et non pas comme une machine bourgeoise. Bien. Alors cet État, il est défini comme ayant une seule fonction, une seule, qui est la fonction d'abolition de la propriété privée bourgeoise. Transfert de la possession des moyens de production au nom de la société. Alors ce transfert est l'acte unique qui définit l'État prolétarien pour Engels. Et à partir du moment où cet acte est achevé, l'intervention d'un pouvoir d'État devient superflue et elle entre en sommeil. Ce qui veut dire qu'il y a réellement, dans le contexte de l'appropriation par l'État de toutes les ressources de la production, quelque chose qui est étatique, mais étatique en négation, puisque le destin de cet État est de se consumer dans un acte unique et ensuite de dépérir tout seul, sans qu'on ait besoin de quoi que ce soit pour qu'il dépérisse. Le point est important. L'État n'est pas aboli, il s'éteint. Donc il n'y a pas de sujet qui décrète l'abolition de l'État. L'abolition de l'État n'est pas un acte révolutionnaire. C'est un acte qui découle de façon tout à fait matérielle et logique de l'appropriation collective de l'ensemble du dispositif de la production et de ce qui existe à ce niveau-là. Donc, nous voyons ceci. La négation révolutionnaire quant à la question de l'État ne peut pas être l'abolition de l'État.
Et donc, elle ne peut pas être l'abolition de l'État, mais en même temps, elle doit se limiter à un acte fondamental qui est l'appropriation collective des ressources productives. Bien. Et troisièmement, cet acte, j'y insiste, fait que l'État disparaît naturellement. Donc vous voyez comment sont engendrées les négations et les affirmations dans cette affaire, finalement. Cette affaire de la fin de l'État, qui est un thème communiste majeur. L'État prolétarien existe juste le temps de réaliser l'acte propre par lequel il qualifie la nouvelle société. C'est-à-dire, nous avons là une négation qui est immédiatement une affirmation fondamentale. C'est-à-dire, la négation, c'est évidemment de retirer, de détruire la bourgeoisie, enfin de lui retirer ses fonctions, et l'affirmation latente dans cette destruction, c'est la disparition, c'est le transfert de cette propriété au peuple, avec comme effet la disparition spontanée, si l'on peut dire, de l'État. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé dans le réel? Ce qui s'est passé dans le réel, ça a été que l'État a en effet accompli le geste dont il est question, le geste de l'appropriation étatique et donc de la disparition de la propriété privée des moyens de production. Ça a eu lieu en Russie, ça a eu lieu en Chine, etc. Il a absolument fait ça. Mais il ne semble pas que ça a eu comme effet sa propre disparition. En vérité, il s'est produit l'inverse, c'est-à-dire que l'appropriation étatique des moyens de production, devenu un privilège, s'est cristallisé comme privilège de l'État, et en définitive comme privilège de ceux qui occupent l'État, et à travers eux du Parti communiste comme propriétaire de l'État. Il est donc absolument faux que sous la condition que dit Engels de la collectivisation de la propriété privée par l'État, l'État qui a commis ce crime anti-bourgeois va de lui-même s'éteindre. Nous savons maintenant que ce n'est pas... Et non seulement il ne va pas s'éteindre, mais il ne va jamais cesser de se renforcer. Et il va créer en lui-même une nouvelle catégorie, une bourgeoisie nouvelle, qui vit de quoi? Eh bien, qui vit de ce que la propriété, dans le geste constitué, n'est pas devenue en fait une propriété du peuple tout entier, mais une propriété de l'État. Et donc ce qui se constitue là ne peut pas s'appeler un État prolétarien ou collectiviste, c'est en effet, c'est en réalité une économie étatisée. Alors on dira que c'est finalement un capitalisme d'État. Il est désigné d'ailleurs assez tôt sous le nom technique de capitalisme monopoliste d'État. Ce qui est assez bien dit parce que ça veut dire que cet État s'est constitué parce qu'il avait le monopole, en effet, de l'organisation économique. Alors, finalement, nous trouvons là de nouveau une sorte de passe ou d'impasse de la dialectique de l'affirmation et de la négation. Parce qu'en réalité, l'acte de collectivisation des moyens de production est situé pour Engels entre deux négations. C'est une négation de la bourgeoisie, de l'adversaire,
c'est-à-dire la négation de la propriété privée et l'appropriation collective de tout ça, et de l'autre côté, de la disparition immédiate de l'État. Donc, entre disparition de la propriété privée bourgeoise d'un côté et disparition spontanée de l'État bolchevique de l'autre, nous avons en réalité la dialectique affirmative qui est le geste par lequel on institue ces négations. Alors vous voyez, c'est très intéressant parce que ça veut dire que le geste par lequel on a constitué la négation de la bourgeoisie ne provoque aucune négation symétrique du côté de la disparition de l'État. Et donc, d'une certaine manière, le geste révolutionnaire, là, reste coincé entre deux dimensions affirmatives, la propriété bourgeoise qui a été niée et l'État qui demeure. Et je suis très frappé à propos de ça, qui est une complication dramatique, mais il faut quand même se souvenir que Lénine faisait déjà des observations dans ce sens-là dès les années 20. Dans les années 20, Lénine a commencé à se demander comment il se faisait, après tout, que l'État ne dépérissait pas. Et c'était les dernières années de sa vie. On a même des textes où il se demande si l'État bolchevique ne ressemble pas par beaucoup de traits à l'État tsariste. Comme si, d'une certaine manière, le fait qu'il y ait un État, et non pas du tout une disparition de l'État, ne faisait que réitérer quelque chose qui était déjà présent avant la Révolution. Il s'est posé cette question. Et je rappellerai aussi que, pour y parer, il a proposé qu'on organise une inspection qu'il appelait une inspection ouvrière et paysanne, chargée de contrôler l'État. Autrement dit, il avait l'idée que peut-être un contrôle populaire sur l'État produirait ce que la simple capture de l'économie bourgeoise ne produisait pas, à savoir la disparition de l'État. Et il continue à considérer que la disparition de l'État était un objectif fondamental du communisme. Moyennant quoi l'histoire lui a donné raison, hélas. Elle lui a donné raison, ceci que, de fait, en lieu et place d'un dépérissement révolutionnaire de l'État, d'un dépérissement de l'État ouvrant complètement à une appropriation collective de l'ensemble de la société, on a eu des dictatures étatiques qui ont finalement conduit à l'abandon de l'idéologie communiste et à l'apparition de phénomènes qui sont au mieux des capitalismes monopolistes d'État, avec la possibilité ironique des Chinois, qui est d'appeler ça que c'est la propriété du Parti communiste. Ils n'ont pas vu de problème là-dedans. Donc on a eu ce phénomène très étrange d'un parti, d'une société se déclarant communiste, possédée, si je puis dire, par une classe dirigeante qui s'appelle elle-même communiste. Et je voudrais rappeler ici un épisode qui avait beaucoup frappé quand j'étais plus jeune. Mao a fait une déclaration tout à fait spectaculaire, une fois, quand des journalistes occidentaux et aussi des Chinois sont venus lui demander « Mais vous parlez toujours de la bourgeoisie. Enfin, dans votre pays, c'est un pays communiste, il n'y a pas de bourgeoisie. Où elle est, la bourgeoisie ?» Et Mao, avec le sourire dont il était capable, a répondu « Ah, mais c'est tout simple, la bourgeoisie est dans le Parti communiste. » Voilà. Et c'était malheureusement le diagnostic qui n'a cessé de se confirmer par la suite, quelles que soient les particularités de cette bourgeoisie. Qu'en effet, on pouvait appeler une nouvelle bourgeoisie qui était une bourgeoisie d'État, et ainsi de suite. Voilà. Alors, tout de même, quelques mots des élections récentes, à la lumière de ces considérations drastiques sur
la fonction de l'État et les avatars de l'État dans l'histoire du communisme. Alors que, d'abord, Macron succède à Macron, mais je voudrais rappeler, parce qu'il faut aussi mesurer les choses à leur passé, je voudrais rappeler que dans le régime de la Ve République, ça n'a rien d'extraordinaire. Ça n'a rien d'extraordinaire. De Gaulle, fondateur de la dite République, a régné pendant 11 ans. Mitterrand a été président pendant 14 ans. Chirac a été président pendant 12 ans. Donc Macron ne bat aucun record, pour l'instant, et il ne pourra pas en battre normalement. Mais il faut remarquer qu'entre 1958 et 2027, quand Macron sera usé, soit pendant 69 ans, les présidents réélus, c'est-à-dire les présidents qui ont été réélus, occupent 47 ans. Ils sont majoritaires. Donc il semble bien que le dispositif institutionnel français soit très compatible et même pousse assez volontiers du côté de la réélection du président. Ça n'a été raccourci, cette pérennité des présidents, que par le fait que c'est plus 7 ans, c'est 5 ans. Mais le brillant Mitterrand est donc resté le recordman définitif et absolu de la fonction, puisque lui, il a tenu pendant 14 ans, et que, au fond, Macron ne lui arrive pas à la cheville pour l'instant. Donc je pense que, au fond, on a là, dans la réélection de Macron, un phénomène qui est un phénomène banal. Je voulais l'indiquer. Il n'y a pas à être stupéfait de ce que Macron a été réélu, y compris il n'y a pas à être stupéfait de ce qu'il a été réélu, alors que beaucoup de gens grognaient contre lui, ne l'aimaient pas. Bon, il faut dire que comme fondé de pouvoir du capital, il était exemplaire, ça c'est bien vrai. Mais bon, c'est un indice supplémentaire, cette réélection de Macron, que le système parlementaire, et notamment le système parlementaire français, est fait pour ça. C'est-à-dire, au fond, c'est plus honnête de réélire le même bonhomme que de réélire un autre qui va faire exactement la même politique. Autrement dit, nous avons un phénomène de pseudo-altérité dans la succession parlementaire. Alors, il y a deux variantes de cette pseudo-altérité. La variante classique, anglaise ou américaine, c'est de faire se succéder les républicains et les démocrates ou les Tories et les socialistes. Mais on voit bien que, au fond, ces successions ne sont jamais des bouleversements de l'ordre social dominant. Ce sont des variantes de ce que le capitalisme peut admettre comme représentation politique. Ce n'est pas autre chose. Il ne faut quand même pas prendre une élection présidentielle comme une possible révolution. Une élection présidentielle, c'est destiné à conforter l'ordre social plus ou moins au niveau des contradictions qu'il recèle et que les partis, une fois de plus, prétendent organiser. Alors, je voudrais, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut donner raison à une formule du ministre Peyreffitte, le ministre de Gaulle, qui, lorsque Mitterrand a été élu, il a été élu avec les communistes, donc il a fait très peur à monsieur Peyreffitte, a rappelé comme un axiome ceci: les élections sont faites pour changer de gouvernement, elles ne sont pas faites pour changer de société. Eh bien, c'est lui qui dit vrai. Les élections n'ont jamais, nulle part, été faites pour changer de société. Elles sont faites pour changer de gouvernement. Et ce qu'elles ont à l'arrière-plan, c'est un capitalisme dominant auquel les élections conviennent très bien. Au fond, le parti qui va être majoritaire
eh bien, est comme, on peut l'interpréter comme un industriel qui fait que son produit est plus vendu que celui de son rival. Voilà. Mais on est entièrement dans l'ordre capitaliste, sans aucun ébranlement de cet ordre. Et c'est un peu une difficulté ou une tare du capitalisme progressiste de ne pas accéder à cette vision qui fait que, en vérité, les choses étant qu'elles sont, la seule attitude raisonnable ou rationnelle serait de ne pas voter, de ne pas participer à cette détermination. Alors effectivement, l'obstacle, c'est que on ne peut pas s'empêcher, c'est comme pour les produits, hein, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils sont tous mauvais, mais qu'il y en a quand même qui sont plus mauvais que d'autres. Et donc de voter contre le mauvais produit. C'est fait aussi pour ça, le parlementarisme. Ça peut attirer. Et en plus, il ne faudrait pas que ce soit simplement s'abstenir. Il faudrait mener des campagnes politiques organisées, effectives, disant aux gens de ne pas voter, voilà, de rester chez eux, et éventuellement d'accompagner le geste de rester chez eux par la constitution locale d'une assemblée populaire. On réaliserait comme ça une approximation de ce qu'a été le mot d'ordre de Lénine quand il est arrivé en Russie après son exil. Il y avait tout le parti, l'aéropage du parti qui était là, et il est descendu du train et il a dit « tout le pouvoir aux soviets ». Et il paraît que les caciques du parti ont fait un pas en arrière effrayé. Ceux-là même qui ont transformé après le Parti communiste en ce que j'ai dit. Mais c'est une rêverie intéressante, cette rêverie-là qui consisterait à mener une campagne qui, prenant au pied de la lettre l'axiome de Paye-Refit, à savoir que c'est pour changer de gouvernement, c'est pas pour changer de société, chercherait les moyens effectifs que le processus politique soit réellement destiné à changer de société et que ce soit de cela qu'on discute exclusivement. Comment va-t-on changer la société? Et en cessant de croire que c'est en élisant Mitterrand ou Mélenchon. Hein? Ça, c'est des choses qui vous sont données quand la situation est difficile, c'est tout. Et ce n'est pas la peine de marcher là-dedans, même si on y est poussé quelquefois quand on voit des horreurs encore pires. Mais vous voyez bien que tout ceci concerne une fois de plus la relation entre affirmation et négation. Si nous voulons nier quelque chose de l'ordre établi dans son ensemble, nous ne pouvons pas participer aux organismes de ce quelque chose. Il faut quand même bien voir que le régime parlementaire, c'est le régime des puissances impériales modernes. C'est là qu'il est à l'aise, c'est là qu'il fonctionne. Il a été inventé par les Anglais, tout à fait, qui sont les premiers grands capitalistes. Il a été consolidé par les Américains. Les Français s'y sont ralliés assez tard, en réalité, mais en tout cas en 1870, c'était fait. Et ce régime qui est idolâtré est la forme spécifique que prend la figure de l'État dans les pays capitalistes avancés. C'est sa définition historique. Voilà. Alors, au passage, ça invite à se méfier beaucoup de l'opposition contemporaine à la mode, et en laquelle il est impossible de se lever, entre les États parlementaires, c'est-à-dire les États de droit, et les États totalitaires. Vous voyez bien que État totalitaire, c'est ce qui désigne le négatif de l'État parlementaire. Et ça cherche à faire que se rallier à l'État parlementaire soit nécessaire, non pas parce que c'est bien, mais parce que le totalitaire est pire. Alors ça aussi, c'est une chose sur laquelle je voudrais mettre en alerte le public. La propagande politique la plus raisonnable, quand des oppresseurs sont au pouvoir,
c'est de faire campagne sur le fait qu'il existe pire qu'eux. Parce qu'ils ont beaucoup de mal à se montrer tout nus comme ils sont. Si on regarde tout nus les bourgeois français, les vrais, et qu'on examine ce qu'ils font, ce qu'ils aiment, etc., on va être très, très peu porté à voter ceux qui se réclament d'eux, ça c'est sûr. Donc il y a quelque chose de caché, comme le disait Engels lui-même, la vraie politique est traitée ailleurs que dans la représentation, et donc c'est très important pour la bourgeoisie dominante d'avoir constamment un adversaire. Et là, par contre, on va montrer toutes les choses abominables qui caractérisent cet adversaire, de façon à vous obliger, in fine, à devenir un des agents du crétinisme parlementaire. Alors, je voudrais, pour terminer, parler de ce qu'a été le destin de la gauche à propos de cette élection, toujours. Dans cette élection, qu'est-ce qu'a été la gauche? Je tiens, entre parenthèses, le concept générique de gauche comme un opérateur de fausse négation. C'est-à-dire, voter pour la gauche, c'est en effet, comme le disait Peyrefit, ça n'est pas du tout voter pour un changement de société. C'est voter pour un changement de représentant de cette société, un tout petit peu modulant, un tout petit peu la figure qu'elle peut présenter. Et ça, c'est l'essence même du parlementarisme. C'est pour ça que le parlementarisme est pacifique. C'est la gestion pacifique des affaires du capital. Et donc, il faut aussi toujours se souvenir que lorsqu'on vote, que l'apparition d'une dualité, c'est-à-dire démocrate et républicain, la gauche et la droite, etc., que les dualités intraparlementaires sont en réalité des traquenards fondamentaux. C'est-à-dire si effectivement on ne se résigne pas à la disparition de la gauche, on va voter pour ceux qui la représentent, mais ceci n'a aucun rapport, ni de près ni de loin, avec l'organisation de la société. Alors, ce qu'on cherche à nous vendre aujourd'hui comme un espoir, c'est, comme vous le savez, le fait que la gauche se serait réunifiée sous la houlette de Mélenchon. Alors, ce que je vais vous dire maintenant est mon avis sur Mélenchon. Bon. Voilà. Alors, je commencerai par souligner que les bonnes nouvelles en France, quand on veut séduire des gens fatigués par le système parlementaire, c'est toujours de leur annoncer qu'il y a l'unité de la gauche, cette fois. Alors cette fois, les dernières élections sont très intéressantes parce qu'on a à la fois une unité de la gauche et une disparition de la gauche. Encore des histoires d'affirmation et de négation. D'un côté, on a la glorieuse équipée de Mélenchon qui vient d'obtenir, après un aval des partis traditionnels, puis de l'autre, on a quand même les scores historiquement les plus catastrophiques du Parti socialiste, du Parti communiste, comme représentants usuels de la dite gauche. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qui fait la liaison entre la percée d'une nouvelle figure unifiée de la gauche, d'un côté, et puis de l'autre, la catastrophe des partis traditionnels de la gauche? On est donc encore une fois dans une histoire, là, d'affirmation et de négation. La gauche s'affirme dans une figure du mouvement, cependant que les partis de la gauche s'affirment par leur particulière catastrophe. Alors, le mouvement qu'on nous propose est un mouvement donc d'unification de la gauche, et il est quand même important de noter, de se souvenir, de savoir que depuis le congrès de Tours en 1920, qui a vu la naissance du Parti communiste, la gauche française a toujours été divisée. C'était son être vrai
d'être divisé, en réalité. Et c'est pourquoi le parlementarisme en France n'a jamais été sous cette forme bien huilée qu'il a dans les pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, où on a démocratique et républicain, etc., des divisions en deux très claires et très marquées. Alors, finalement, pourquoi cette question de la division de la gauche rôde en France? Eh bien, elle rôde parce que, fondamentalement, parce que, comme dans les pays de l'Europe du Sud, il y a eu, en travers de cette unité de la gauche, quoi? Eh bien, le Parti communiste. Le Parti communiste dont les socialistes partageaient largement l'idée que c'était un mauvais parti, que c'était un parti qui n'était pas démocrate et qui, en plus, a été longtemps plus puissant qu'eux. Et donc, il faut bien dire, la gauche en France était divisée parce qu'il y avait les communistes et les socialistes, et que c'était les deux partis parlementaires qui n'arrivaient pas à devenir majoritaires en s'unifiant devant l'électorat. Alors, finalement, on peut dire ceci. Dans les pays occidentaux, où l'idéologie marxiste et l'appareillage communiste ont été réellement implantés, la gauche était traditionnellement divisée. La droite de la gauche, à savoir les partis socialistes, fricotait en général avec la droite classique pour tenir à l'écart les communistes du pouvoir d'État. Le résultat, c'est que la gauche, à proprement parler, n'a été unifiée que dans quelques circonstances rarissimes dans notre pays. La gauche, comme négation de la droite, a été une fiction, car elle n'avait pas de principe d'unité. En fait, on a en gros 4 moments d'unité. Et avec un théorème tout à fait frappant, c'est que l'unité de la gauche ne dure jamais plus que 2 ans, ce qui ne permet pas de s'installer dans le confort. La première occasion, c'est le Front populaire. Front populaire 36-37. Dès 38, c'est fini. Alors, ça, c'est la première figure d'unification parlementaire des partis socialistes et communistes. Deuxième épisode, entre 45 et 47, à la fin de la guerre. Là, c'est parce que dans la résistance à Pétain, il y avait eu quand même quelques connexions, quelques liens, quelques rapports entre socialistes et communistes et qui ne pouvaient pas commencer la libération nationale par une division totale de la gauche. Troisième épisode, Mitterrand. Alors Mitterrand, ça dure un tout petit peu plus, mais pas très longtemps, parce qu'en réalité, les discordances avec le Parti communiste se manifestent dès les années 83-84, donc disons 3-4 ans. Donc constatez que sur une étendue de temps considérable, presque un siècle, il y a un théorème. En France, la gauche ne s'unifie pas. Elle s'unifie dans des circonstances qui sont des exceptions minuscules. Quelques années, c'est tout. Quelques années en total. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en principe convoqués aujourd'hui à une nouvelle avatar de l'unité de la gauche, mais dans des formes très particulières, sur lesquelles je voudrais que vous fassiez attention, auquel vous allez faire attention. Cette unité de la gauche est corrélative de la quasi-disparition des partis. Ce n'était pas du tout le cas du temps de Mitterrand. Mais là, le Parti socialiste n'a même pas fait 2% des voix. C'est une catastrophe historique. Le Parti communiste était très malade, on le savait. Donc l'unité de la gauche, ça n'est plus représentable en termes de parti.
Alors peut-être que quelque chose, là, du parlementarisme français va changer. Je ne sais pas d'ailleurs dans quelle direction. Mélenchon présente son orientation sous les traits d'un mouvement. Il s'est bien gardé de dire qu'il crée un parti. Donc nous allons entrer dans une période du parlementarisme français, et ça on va le voir dès les prochaines élections, tout à fait intéressante parce que ça pourrait être un parlementarisme dans lequel il y a un affaiblissement considérable de la catégorie de parti. Parti socialiste, presque rien, Parti communiste, presque rien, mais le Parti républicain aussi. Donc ça affecte aussi la droite. Il n'y a que l'extrême droite qui croit encore au parti. Alors ça, ce serait intéressant parce que d'une certaine manière, par rapport à ce que disaient Marx, Engels et Lénine, finalement, sur les partis et le parlementarisme des partis, ce serait réellement une création nouvelle qui serait que non seulement l'Assemblée nationale ne serait pas clairement représentative de courants constitués sous la forme de partis, mais que, en plus, en effet, il y aurait une espèce d'instabilité ou de mouvement interne à la représentation nationale lié au fait qu'il n'y aurait plus, à proprement parler, de discipline de parti. Alors c'est intéressant parce que moi ça m'intéresse parce que je crois qu'il faut en finir avec les partis. Alors je vous dis, ma première raison, et de loin la plus importante, c'est que nous avons une expérience historique déployée et consistante de la fonction des partis quant à la politique prolétarienne, et que nous savons, en gros, que le parti est à chaque fois l'instrument de la négation révolutionnaire, c'est-à-dire de l'installation étatique de ce qui s'était donné révolutionnairement comme devant aller au-delà de tout État. Donc, je n'aime pas les partis de ce point de vue-là, mais je suis intéressé de voir que peut-être les partis vont même se dissiper ou se compliquer dans le parlementarisme bourgeois lui-même. Alors, on entrerait donc dans une époque de crise des partis qui serait non seulement la crise avérée des partis communistes, mais la crise générale de la représentation partidaire, comme si, d'une certaine manière, on pouvait laisser les gens voter comme ils veulent, c'est-à-dire voter pour des candidats. Voilà. Et le candidat étant chargé de leur expliquer ce qu'il est, sans avoir pour cela convoqué son appartenance à un parti. C'est un peu comme ça que Macron a fabriqué le sien. Parce que moi, j'avais trouvé qu'on avait là une virtuosité extraordinaire. Macron a constitué son parti, là, les marcheurs, lors de sa première élection, en quelques jours. Il a donc inventé un faux parti, un faux nez de parti. Et ça, c'est très clair. Alors, ça, bon, c'était l'équipé de Macron. Mais on peut se demander, au vu du fait que, consécutivement à ce faux parti, les solides et bons vieux vrais partis se décomposent, c'est peut-être l'aube d'une idée nouvelle de la vie politique, y compris de la vie politique bourgeoise, qui serait qu'elle ne serait plus représentative au sens d'une logique des partis. Alors ça, c'est l'observation intéressante. On peut dire que, finalement, y compris la démocratie parlementaire bourgeoise, entrerait dans une époque de négation d'elle-même par affaiblissement radical de ce qui en constitue la diversité apparente. Parce qu'après tout, la gauche et la droite, les Tories et les travaillistes, et d'un côté, de l'autre, en vérité, les phénomènes de révolution culturelle,
on peut dire que tout ça attestait tout de même de la vitalité de la politique bourgeoise dans la figure d'une diversité supposée. Alors que se passe-t-il si cette diversité supposée ne fonctionne plus? C'est-à-dire si d'une certaine manière la démocratie bourgeoise est en train de ne plus pouvoir maintenir ces organismes traditionnels, à savoir qu'il se ferait une disjonction entre l'autorité du capital d'un côté et la représentativité parlementaire de l'autre. Je sens dans la critique des partis quelque chose de cet ordre. Je sens aussi que ce phénomène, partout dans le monde, entraînera un renforcement de l'extrême droite. Alors pourquoi? Eh bien parce que s'il n'y a plus de partis organisés qui soutiennent en quelque sorte la modernité du capital, on va avoir des organisations nostalgiques, des organisations passéistes, des organisations qui, voyant que finalement la société telle qu'elle est n'est plus représentée ni représentable, sinon par des partis qui changent tout le temps et des organismes fiction, qui se disent qu'il faut revenir, pour avoir une solide présence nationale, il faut revenir aux catégories qui sont celles de l'extrême droite, à savoir un pouvoir fort, une représentativité très consistante, la mise hors jeu d'un certain nombre de déterminations, etc., la fin, au fond, de la propagande libérale classique. Alors voilà, donc, du point de vue de l'avenir, je suis intéressé par deux choses, disons trois. Premièrement, est-ce que tout ça ne crée pas une subjectivité qui permettrait d'engager le processus de mise à mal du parlementarisme et de revenir, en fait, à l'idée léniniste d'un pouvoir des assemblées populaires, tout le pouvoir aux soviets. Ça, c'est la première grande question stratégique à long terme. La deuxième question serait de savoir si le parlementarisme, dans la figure qui est la sienne actuelle, peut maintenir la fiction de la différence interne, sous la forme, je le répète, de la gauche et de la droite, des démocrates et des républicains, etc. Autrement dit, s'il peut continuer à nourrir cette figure prétendue de la liberté dont le prix à payer est l'uniformité, c'est-à-dire l'accord caché sur le maintien indéfini du régime social. C'est ça la deuxième question. Et la troisième question serait finalement si la division entre régime démocratique et régime totalitaire va continuer à sévir dans toute cette épreuve. Parce que c'est quand même l'ultime représentation intellectuelle de la politique qui est encore vaguement vivante du côté bourgeois. C'est-à-dire les nuances politiques sont disparues, on le sait bien. Il y a, entre autres choses, parce qu'il n'y a plus de communisme véritable, il n'y a plus de socialisme véritable, il n'y a plus de gaullistes véritables. Il n'y a plus qu'un magma dans lequel maintenir une opposition qui est la figure de la liberté, après tout, de la liberté du vote, est difficile. Et j'avais déjà diagnostiqué ça, à vrai dire, quand le Parti conservateur américain avait désigné Trump comme candidat. Je pense que le surgissement de candidats d'extrême droite atteste une maladie du système parlementaire. C'est un symptôme de la maladie du système parlementaire dans l'état actuel du capitalisme mondial. Et c'est un des symptômes qu'il faut accorder au fait que
le capitalisme est mondialisé, mais le pouvoir politique reste étatique et national. C'est une contradiction, malgré tout. C'est une contradiction qui fait que si on ne voit pas apparaître à l'horizon la figure d'un État transnational, bien que l'Europe joue à ça un peu, hein, je ne vois pas comment on pourra être traité au long cours cette asthénie de la figure nationale qu'est le parlementarisme, et sans qu'on ait une crise importante du côté de la croissance de ceux qui voudraient à tout prix maintenir la signification éminente de la nationalité et qui ne pourraient le faire que dans le recours aux visions dictatoriales et autoritaires de l'extrême droite. De ce point de vue-là, Trump, d'un côté, Bolsonaro, de l'autre, et notre Madame Le Pen, je ne dirais rien de l'infâme Zemmour, mais on se contentera de la dame. Si tout ça ne constitue pas une espèce d'avertissement sur l'étape en cours du rapport entre un capitalisme mondialisé et des systèmes parlementaires nationaux. Voilà.